Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette discussion en ligne où on pourra un peu faire connaissance avec trois vulgarisateurs, vulgarisatrices scientifiques. Donc Paul Ackermann, bonjour Paul. Bonjour. Chloé Carrière, bonjour Chloé. Bonjour. Et puis Géraldine Rudd, bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Donc, en tant que participant, vous pourrez en tout temps poser vos questions dans le chat. Donc, si vous nous suivez sur Zoom, en bas de votre écran, vous pourrez poser votre question en cliquant sur Converser. Et puis, si vous souhaitez aussi poser votre question avec votre audio ouvert, vous pouvez aussi noter juste dans votre question que vous souhaitez qu'on ouvre votre audio et on vous passera la parole. Et puis, si vous nous suivez sur Facebook Live, vous pouvez aussi mettre vos questions dans les commentaires. Et puis, je me chargerai de transférer vos questions aux intervenants à la fin de cette session. Donc, on va commencer tout de suite cette discussion par une petite présentation en vidéo des vulgarisateurs scientifiques. Je vais juste partager mon écran. C'est bon, vous voyez tous? Alors, on va lancer cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans Pop Science, l'émission qui vous explique la science avec la pop culture. Alors, dans quel sens ça va? Peut-on influencer son esprit en agissant sur son corps? Parce que dans l'espace, on ne fait pas le ménage. Donc voilà, mesdames et messieurs, ça c'est le chef de Mediacom de l'EPFL. Voilà, donc on peut voir à travers cette vidéo que vous venez tous les chemins mènent à la vulgarisation scientifique. Géraldine Rudd, donc tu viens plutôt du monde du cinéma et de la réalisation. Chloé, c'est plutôt le monde scientifique de l'EPFL. Et puis Paul Ackermann, c'est plutôt le monde du journalisme. La première question que j'aurais envie de vous poser à tous les trois, c'est quel rôle joue la vulgarisation scientifique dans votre quotidien? Peut-être Chloé, tu veux bien? Oui, bien sûr. Je pense que la vulgarisation, c'est quelque chose que j'ai appris à faire quand j'ai commencé à étudier à l'EPFL. Donc, je pense qu'on en fait tous peut-être plus ou moins vulgarisation scientifique, mais de n'importe quel domaine finalement. Et maintenant, je dirais que j'en fais à peu près tous les jours, que ce soit avec le show ou des interventions dans les écoles ou des événements en ce moment plutôt virtuels. Et puis Paul, j'imagine qu'en tant que rédacteur en chef d'ID News, la vulgarisation scientifique, c'est assez quotidien pour toi, non? Alors oui, on essaye de faire des articles compréhensibles par tous. Par contre, on reste à un site assez spécialisé. Par contre, moi, je viens pas d'un background scientifique. Je suis pas journaliste scientifique du tout. Donc, mon rôle, c'est plutôt effectivement d'incarner ce regard de la personne non spécialisée. Et voilà, souvent, je demande dans la réécriture d'articles à préciser des choses pour un regard non spécialisé.
Ensuite, je pense que, bon, on en parlera plus tard, mais ce qui est intéressant entre ce qu'on fait sur ID News et Pop Science, c'est voir tous les degrés de vulgarisation. C'est-à-dire qu'un article de ID News, c'est pas du tout le même type de vulgarisation qu'une vidéo Pop Science, mais on pourra en parler plus tard. Et puis, Géraldine, en tant que réalisatrice, je crois savoir que tu réalises pas seulement des émissions de vulgarisation scientifique. Non, et par rapport à la vulgarisation scientifique, bon, moi, j'en consomme déjà énormément. Enfin, voilà, j'adore ça. Je consomme aussi un peu des articles un peu plus longs. Enfin, j'ai pas de background scientifique, mais un grand intérêt pour ça. Et la vulgarisation scientifique, c'est vrai que je l'ai fait pour La vie sur Vénus, mais c'était un projet, voilà, ce projet bien spécial, mais je n'écris pas du tout que pour ça. Après, j'ai tout écrit, j'ai écrit tous les épisodes, par contre, j'étais toujours relue. Et puis, on faisait aussi des brainstorming au début du projet avec un journaliste scientifique. Donc, c'était une collaboration, vraiment. Et vraiment, voilà. J'ai besoin, en tout cas, de cet aval-là. Donc, tu disais que tu étais une grande consommatrice de vulgarisation scientifique. Tu pourrais nous donner quelques noms, enfin, nous conseiller quelques vulgarisateurs à suivre sur YouTube, par exemple? Alors, il y en a un que j'aime beaucoup, qui faisait des petits dessins. Bon, il a fait plein d'autres choses après, mais qui s'appelle Vsauce. Et enfin, c'est des petits dessins sur un tableau blanc. Je trouve que c'est trop bien. Après, je regarde aussi Professeur Moustache sur Arte. Ça fait tellement longtemps qu'ils font ça. Ça, c'est deux exemples qui me viennent qui sont assez drôles. C'est du dessin, en fait. Là, on est vraiment dans quelque chose d'autre, mais c'est très drôle. Je me permets, mais je crois que Vsauce, quand j'étais au lycée, j'étais abonnée à leur boîte. Ils avaient une sorte de science box qui vous envoyait une fois par mois où dedans, il y avait des expériences qu'on pouvait faire à la maison. C'était vraiment top. Enfin, j'avais adoré. Et puis Géraldine, tu as dit que tu avais collaboré avec un conseiller scientifique pour La vie sur Vénus. Est-ce que pour toi, c'était essentiel pour coller au plus près de la réalité scientifique? Ah bah oui, parce que je suis moi-même pas scientifique, donc c'était aussi pour pas faire d'erreur, simplement. J'avais déjà une idée vraiment très précisément des thèmes, ce dont je voulais parler. Mais après, c'est vrai que quelqu'un qui baigne toute la journée là-dedans, en plus, voilà, c'est un journaliste scientifique qui écrivait beaucoup, qui avait beaucoup l'occasion, en tout cas, d'écrire sur tous les thèmes, comme je touchais pas simplement à un domaine, mais un peu à tout. Oui, c'était vraiment essentiel. Et son regard était très intéressant. Il était lui-même, je le trouvais très créatif. Et puis Paul, même question. Tu me disais que tu avais collaboré avec Émilie Martin, qui est une journaliste scientifique assez pointue. Est-ce que pour toi, c'était important pour diffuser du contenu scientifique? Ah ben, c'était incontournable parce que, comme je le disais, je ne suis pas journaliste scientifique. Moi, je supervise le projet. J'étais plus dans la, on va dire, gestion de projet. Et puis après, je participe à la conceptualisation de chaque sujet, mais c'est elle vraiment qui amène le savoir scientifique. Et puis, c'est effectivement, vous l'avez vu dans la vidéo avant, elle a le talent très rare de pouvoir combiner un charisme pour présenter ses émissions et un savoir, une très longue expérience de journaliste scientifique. Elle travaille pour Ciel et Espace, elle a fait plusieurs émissions. Donc c'était incontournable, surtout en tant que média comme ID qui, par ailleurs, se veut spécialisé sur les questions de science, a été très exigeant et très pointu dans ses articles. Donc là, on avait un projet différent, avec un public différent, beaucoup plus jeune, mais on ne pouvait pas faire de concessions sur la qualité de l'information scientifique. Donc il fallait quelqu'un de très spécialisé. Et puis Chloé, toi, j'imagine que tu n'as pas eu besoin de conseiller scientifique puisque tu es étudiante à l'EPFL en management des technologies. Est-ce que tu penses quand même que c'est important d'être scientifique pour pouvoir faire de la vulgarisation ou pas forcément? Non, pas du tout, vraiment. Comme ils l'ont très bien souligné, l'important c'est de bien s'entourer. Moi aussi, j'ai besoin de m'entourer parce que je serais loin de me dire experte dans tous les domaines de la science et pouvoir vraiment sourcer ce qu'on dit quand on vulgarise, c'est vraiment très important.
Et puis moi-même, je suis étudiante et justement, j'ai quelquefois eu des problèmes de légitimité en tant qu'étudiante. J'ai eu que mon diplôme de bachelor il y a 2 mois. Donc, à quel point est-ce que des personnes qui n'ont pas de diplôme en sciences ont le droit de vulgariser? Et je trouve que même la plupart du temps, ce sont ceux qui n'ont pas forcément de diplôme qui peuvent être aussi meilleurs là-dedans. Ils ont un regard plus extérieur. Mais tu as quand même senti que ça t'avait apporté un peu une petite légitimité en plus. Les gens te faisaient peut-être un peu plus confiance ou pas forcément. Alors forcément, le nom de l'EPFL, ça apporte quelque chose d'énorme, une notion de qualité, on va dire, dans ce qu'on fait. Après, j'ai pas forcément reçu, oui, tant de plus de légitimité, etc. Moi, c'était plus par rapport à mon niveau d'études, on va dire, car j'ai 22 ans, donc c'est déjà assez jeune pour pouvoir vulgariser. Et puis il faut avoir le temps à côté de ses études, j'imagine. Aussi. Géraldine, donc malgré le fait que tu n'aies pas fait de formation scientifique, tu as quand même lancé une émission de vulgarisation scientifique. Et puis, je voulais te demander qu'est-ce qui a fait que voilà, tu t'es dit un jour, bon, je vais lancer une émission de vulgarisation scientifique alors que tu ne baignais pas forcément dans le domaine, même si tu lis beaucoup, comme tu m'as dit. Bah, c'est vrai que c'était un intérêt parmi d'autres. Mais voilà, on a des fois beaucoup de projets. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Et c'est des fois, pour moi, c'est un peu de la chance. On va trouver les bonnes personnes. Bon, j'habite à Lausanne, donc aussi à côté de l'EPFL parce que on a tout tourné en fait à l'EPFL. Et j'avais des gens dans mon entourage aussi qui avaient enfin, c'était vraiment une constellation de personnes qui ont fait que j'écrive ce projet. Aussi, je l'ai proposé, en fait, c'est coproduit par la RTS. Donc, il y avait aussi tout d'un coup une chaîne qui me disait, ah, c'est chouette, on va diffuser. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que ça s'est fait. D'accord. Mais ça faisait quand même pas mal de temps que tu y pensais, non? Oui. Bah oui, ça prend beaucoup de temps à développer un projet de toute façon. Donc, oui, ça faisait un moment que j'y pensais. Et puis, j'aimais bien l'idée de vulgariser quelque chose, mais par la fiction, en fait, de mélanger. En fait, c'est vraiment de la fiction. C'est une comédienne qui joue une jeune étudiante. Donc, j'aimais bien cette idée-là, en tout cas. Et puis, Paul, avec Pop Science, donc c'est une émission de vulgarisation scientifique pour les jeunes, adolescents plutôt. Est-ce que c'était un souhait pour toi de lancer cette émission depuis longtemps ou bien, enfin, comment ça s'est fait? Alors, donc moi, c'est un format qui me parle. Moi, j'ai passé, avant d'arriver à ID News, il y a un peu plus d'1 an, j'ai passé les 8 dernières années au HuffPost, à lancer le HuffPost en France. Donc, c'est vraiment un média très grand public. Donc, on va dire, ce point de vue très grand public et simple sur la science, ça a toujours été au cœur de ma pratique d'encadrement de journalisme scientifique. Ensuite, sur le projet Pop Science en particulier, donc il était déjà lancé, enfin, quand je suis arrivé, enfin pas lancé pratiquement, c'est-à-dire que j'ai conçu l'émission, mais en fait, Serge Michel, qui dirige le site, avait approché les fondations Geber-Ruff, qui est donc une fondation de promotion de la science pour un financement de cette émission, avec ce concept-là. Donc, c'est eux qui ont eu l'idée du concept, c'est-à-dire, pour le résumer, d'expliquer des phénomènes de science complexes par des outils de la pop culture, des super-héros, des séries télé, des chanteurs, etc., ou des émissions de télé-réalité. Donc ça, ils ont eu cette idée, ils l'ont proposé à la fondation parce que voilà, ID n'était même pas encore lancé, on n'avait pas le financement pour faire des émissions vidéo, donc ils ont obtenu ce financement et à partir de là, moi j'ai mis à son service mon savoir-faire du HuffPost de faire du journalisme à destination des jeunes et très grand public. Et puis, bon, le défi, c'est vrai, au début, on a pas mal rencontré de difficultés sur le fait de parler vraiment, pas aux plus jeunes, parce que c'est pas pour les enfants non plus, je dirais que c'est pour les lycéens, en gros. La mission est de donner envie aux jeunes d'étudier de la science. Donc, voilà, le public cible, c'est vraiment les lycéens. Et je trouve ça très intéressant et pas facile, effectivement,
de parler de sujets complexes de science à des gens aussi jeunes, quoi. Mais c'est un beau défi. Mhm. Et puis, tu as aussi apporté un peu ton expérience avec les nouveaux formats, les formats digitaux, c'est ça? Donc, dès le départ, la mission était d'être vu surtout sur les réseaux sociaux parce que, et c'est un très bon constat qui avait été fait, si on veut toucher les spectateurs de cet âge-là, c'est pas, voilà, ils vont pas venir naturellement sur ID s'abonner, ils vont pas nécessairement lire le journal ou même aller sur des sites d'information classiques. Eux, ils consomment sur Instagram. Voilà, donc à la base, c'était Instagram, YouTube, Facebook. On a rajouté TikTok en cours de route parce que ça n'existait pas vraiment il y a 1 an et demi. Enfin, ça existait, mais pas à ce niveau-là. Donc voilà, nous, notre objectif principal, c'est d'être vu sur ces plateformes-là. Ce qui, pour ID, est pratique parce que, enfin, nous, notre modèle économique à ID, c'est l'abonnement. Donc clairement, ce n'est pas là qu'on va créer beaucoup d'abonnements, mais ça nous permet voilà, de prendre plus d'assises sur ces réseaux sociaux et d'exister auprès des jeunes, mais aussi finalement ces vidéos, si vous les regardez, elles sont très intéressantes, même si vous êtes plus âgé, ça permet de comprendre facilement un sujet. Et puis, euh, pour les encore plus jeunes, ils vont peut-être pas tout comprendre, les enfants, mais ça va les intéresser, les intriguer de voir ça à travers des trucs qu'ils connaissent comme Casa de Papel, ou Animal Crossing. Donc, même si le public cible est lycéen, ça peut intéresser les gens beaucoup plus largement. Mhm. Et puis Chloé, donc toi, tu baignes dans le milieu scientifique un peu tous les jours, on dira. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de lancer une émission qui présente des personnalités de l'EPFL? Donc, mon émission, en l'occurrence, elle est un peu différente parce qu'on parle un peu de vulgarisation scientifique, mais ce n'est pas le but, on va dire, majeur. Le but à travers cette émission, c'était de montrer, d'enlever un peu ce stéréotype qu'on a du scientifique. Donc, de montrer des gens de l'EPFL, comme les chercheurs, les étudiants, mais même des personnes de l'administration, pour montrer que c'est des personnes comme nous qui sont vraiment accessibles. Étant dans le milieu étudiant, quand je suis allée faire un stage à San Francisco, j'ai vraiment vu cette différence de culture où on peut avoir un titre de prof, de docteur, de PhD, mais ça n'empêche qu'on est tous pareils et qu'envoyer un mail à un astronaute, c'est faisable. Je l'ai fait, il m'a répondu, c'était incroyable. Et j'aimerais vraiment pouvoir partager ce message avec tous les jeunes, même n'importe qui, qu'on peut discuter avec les scientifiques qui sont comme nous, et puis ils ont aussi quelques parties un peu funky dans leur vie. Et puis, tu me parlais aussi d'un autre objectif. En fait, ton émission est sortie pendant le coronavirus. Si tu peux me parler un peu de ça? Oui, donc j'avais ce projet depuis déjà un petit moment, mais comme j'avais beaucoup d'autres projets à côté, j'avais pas pu forcément sortir l'émission. Et un format digital paraissait être le meilleur vu les conditions. Donc, on a laissé ces formats pour qu'ils soient un peu plus accessibles, qu'on puisse aussi peut-être créer une communauté un peu plus soudée. Pour le moment, on a un public cible qui est plus EPFL, étudiants en général en Suisse. On espère qu'on s'étendra, mais pouvoir créer aussi un peu cette communauté et montrer qu'il y a autre chose que le Covid dans la vie. C'est clair. Et puis, Géraldine, donc, qu'est-ce que c'était un peu l'objectif de ta série? Tu avais un objectif quand même de vulgarisation derrière, mais aussi de divertissement, j'imagine. Oui, bah aussi, mais c'est vrai qu'il y avait aussi notre personnage, le personnage principal est une femme, et je trouve ça aussi, enfin pour moi c'était aussi important en fait que disons la vulgarisation passe aussi par une femme, parce que c'est vrai qu'en tout cas en 2015 quand elle est sortie, je connaissais que des vulgarisateurs masculins, et je réalisais aussi moi-même d'avoir jamais eu de modèle scientifique féminin en fait en étant enfant. Donc voilà, j'ai que des profs de sciences hommes et tout ça. J'ai moi-même pas fait des études de sciences, mais je vais pas dire que c'est lié, hein. Je suis très contente d'avoir fait du cinéma et du scénario, mais en tout cas je pense même pas que j'aurais eu cette idée parce que je n'avais pas de modèle, et je trouvais ça assez chouette d'avoir une jeune femme qui parle de ça. Et aussi c'est vrai que le public cible de La Vie sur Vénus, c'était vraiment les adolescents, donc je me suis dit
que ça peut peut-être leur parler. Ouais. Et puis par rapport au public, Paul, tu m'avais dit aussi au téléphone que c'était destiné aux enseignants, Pop Science. Alors en fait, parmi les missions que nous ont données les fondations, c'est au bout du compte d'essayer de ce que ces vidéos soient utilisées par les enseignants dans les classes, quoi. Donc ça, c'est un peu le dernier étage de la fusée, pour utiliser une métaphore qui parlera à ce public-là, sur lesquels on est en train de travailler maintenant et qui est pas facile, parce qu'en fait, les départements d'éducation et les écoles, enfin, c'est des organisations énormes et assez hiérarchisées. On peut pas juste trouver un prof qui trouverait ça sympa et puis il va le passer dans sa classe, quoi. Il faut un peu d'organisation, mais là, on va lancer un concours dans les semaines qui viennent, tout d'abord probablement à Neuchâtel, où les profs avec les élèves essaieront de trouver des sujets pop science, c'est-à-dire un concept de science expliqué par la pop culture, et puis après on ira peut-être les réaliser avec eux en classe. Enfin, jusqu'à quel point on aura des contacts, ça doit être encore défini. Mais voilà, c'est l'idée. En plus, ça nous permettra aussi, dans cette mission, d'être utilisé à l'école, d'être peut-être plus proche du programme et des questionnements des profs et des élèves. Donc, je me réjouis de voir ce que ça va donner, quoi. L'autre truc qui est intéressant aussi, qu'on va essayer de faire, c'est de faire aussi intervenir des profs dans les vidéos, pour une raison simple, c'est que, en fait, pour moi, un bon prof de sciences, c'est quelqu'un par définition qui a une connaissance scientifique et qui a du charisme. Donc, c'est tout ce qu'il faut pour faire une vidéo. Après, nous, on mettra notre savoir-faire journalistique derrière voilà, pour savoir comment s'adapter au format. Mais je pense que ces deux caractéristiques qu'a Émilie, les profs de sciences l'ont. Et puis, l'autre chose, en termes de diffusion sur les réseaux sociaux, il y a un truc qui nous... Voilà, depuis le début, on a ça un peu qui nous trotte derrière la tête, c'est de se dire, on a tous un prof qu'on a adoré quand on était à l'école ou au lycée. Et en fait, ces profs, voilà, ces très bons profs, ces profs charismatiques, ces profs qui donnent envie, qui donnent des vocations, c'est des gens souvent qui, localement, tout le monde les connaît. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération de gens qui sont à l'école avec ces profs, puis il y a tous ceux qui les ont eus avant, et puis il y a les parents de ceux qui les ont eus avant. Et on s'est dit, voilà, c'est un super moyen de créer une communauté locale que d'être en lien avec ces profs-là, quoi. Donc ça, c'est un peu le projet, peut-être pour l'année prochaine, pour Pop Science, de faire évoluer aussi dans ce sens-là. Donc, tu as déjà dit que les profs ont du charisme, et ça pourrait être quelque chose dont les vulgarisateurs scientifiques pourraient... ouais. Parce que ma question, en fait, tu as déjà un peu répondu à ma question, mais c'était ma question de qu'est-ce que les profs pourraient apprendre des vulgarisateurs scientifiques, et puis vice-versa. Qu'est-ce que les vulgarisateurs scientifiques pourraient apprendre des enseignants? Est-ce qu'il y a ici des liens à faire? Je pense, oui, c'était un peu ce que j'entendais. C'est-à-dire que par hasard, quand je vous décris les talents d'Émilie Martin, c'est les mêmes talents, à mon avis, qui font un très bon prof de sciences. C'est du charisme et de la connaissance et l'envie de le transmettre, en fait. Et donc, les profs peuvent apprendre des vulgarisateurs ces qualités-là, et les vulgarisateurs peuvent apprendre des profs ces qualités-là, quoi. C'est peut-être plus facile pour les profs de voir les vulgarisateurs qui sont diffusés à travers les médias que pour les vulgarisateurs d'aller voir dans des classes parce qu'ils ne sont plus à l'école, mais ils vont se souvenir de profs qu'ils ont eus et adopter les manières qu'ils avaient d'expliquer des concepts compliqués à des enfants qui, par définition, chez qui, par définition, c'est compliqué de faire passer quelque chose d'aussi compliqué. Et puis, on a un commentaire d'un participant qui nous dit « Je veux bien que vous passiez dans ma classe, 9S physique », et puis qui vous donne son contact. Je veux vraiment bien son contact, parce que c'est quelque chose, voilà, en passant par les départements d'éducation, etc., c'est assez compliqué. Donc, s'il y a des profs qui
qui sont... Et on a trouvé un peu par canton des gens qui s'intéressent à des nouveaux modes de diffusion. Par exemple, le côté TikTok, Instagram, ça leur parle beaucoup parce qu'ils savent que leurs élèves, c'est quelque chose par lequel ils sont fascinés et qui va faciliter l'entrée dans l'intérêt. Et c'est vraiment la mission de cette émission dès le départ. C'est-à-dire les fondations, c'est ça leur mission. Donc, très volontiers pour être mis en contact et essayer de monter quelque chose ensemble. D'accord, on transmettra alors le contact. Par rapport au public, est-ce que vous avez reçu, suite à la diffusion de vos émissions, des retours, des commentaires, des critiques parce que bon, c'est diffusé sur les réseaux sociaux, on sait que c'est pas forcément un monde de bisounours en général. Par exemple, Chloé ou bien Géraldine, si vous pouvez rebondir sur cette question. Alors, de mon côté, le show a commencé il y a relativement peu de temps, il y a 2 mois, 2 ou 3 mois. Donc, j'ai reçu beaucoup de retours positifs de la communauté EPFL, que ce soit des étudiants ou des profs. J'ai pas eu vraiment pour le moment de commentaires négatifs. Après, comme on n'est pas sur de la vulgarisation scientifique, peut-être que c'est aussi pour ça. Parce que j'avais fait une vidéo avec la RTS il y a 1 an et demi sur les théories du complot par rapport au retour sur la Lune. Et là, en revanche, les commentaires pouvaient être un peu plus salés. Oui, moi je trouve que les réseaux sociaux c'était vraiment un endroit qui était très riche justement pour les retours. Enfin, moi j'étais vraiment surprise parce que c'était la première fois que j'utilisais ça comme moyen de diffusion, pour toucher son public. Et j'avoue qu'on a eu vraiment des commentaires super positifs et j'étais aussi surprise des gens qu'on touchait parce que il y avait beaucoup quand même de scientifiques qui me disaient que ça faisait plaisir de voir quelque chose disons, d'exact. Parce que justement, dans la vulgarisation, suivant ce qu'on regarde, c'est pas forcément... Enfin voilà, il peut avoir des choses, des fautes, surtout sur YouTube, où c'est pas forcément des professionnels qui le font. Mais donc ça, c'était... Enfin, j'ai trouvé les commentaires chouettes. Et ce qui m'a aussi impressionné quand même sur les réseaux sociaux, c'est que, par exemple... Évidemment, des gens posent des questions par rapport à un épisode ou quelque chose. Et en fait, les internautes, il y avait une sorte de mouvement. Les internautes se répondaient entre eux. Donc finalement, voilà, il y avait vraiment des choses très, très intéressantes qui se développaient et les internautes qui répondaient très bien. Évidemment, il fallait quand même contrôler un peu. Mais... C'est pas forcément négatif, ouais. Non, c'était... Heureusement. Et puis, un point commun entre vous trois, c'est l'humour dans vos émissions. Est-ce que pour vous, c'était essentiel de mettre de l'humour pour faire passer un message scientifique? Peut-être Paul en premier? Pour moi, c'est pas incontournable. C'est-à-dire que au HuffPost, par exemple, on faisait beaucoup de vulgarisation sans nécessairement faire de l'humour. Je pense qu'on peut très bien expliquer les choses. Les sujets sont assez intéressants pour qu'on n'ait pas nécessairement besoin d'humour pour attirer les gens. Voilà, tout le monde est fasciné par l'espace, par la science, encore plus cette année où là, tout le monde devient expert en sciences avec le Covid. Donc, c'est la passion numéro 1 mondiale. Donc, ce n'est pas absolument nécessaire. Peut-être que là où il y a quelque chose de particulier entre nous trois, c'est la vidéo et les réseaux sociaux. Là, par contre, on passe à un stade où dans la vidéo, alors je pense toujours que c'est possible de faire de la vulgarisation sans humour, mais c'est vrai que le ton proche, le côté sympa, etc., est très diffusé sur YouTube notamment et permet aussi, par exemple, dans les réseaux sociaux, pour être largement diffusé, il faut être liké, il faut être commenté, donc il faut quelque chose, peut-être une plus grande proximité et un plus grand, voilà, quelque chose de plus humain, si on veut, enfin une vraie relation humaine avec les spectateurs. Je pense que c'est peut-être ça le point commun qu'il y en a entre nous trois et qui rend l'humour un peu plus incontournable que dans la vulgarisation en général. Et je vois aussi un autre point commun entre Chloé et Paul, c'est aussi l'utilisation de clips ou bien de vidéos de pop culture, venant de la pop culture. Chloé, si tu peux nous en dire un mot? Alors, moi, je pense que je l'utilise pas de la même manière. Moi, c'est vraiment pour le côté humour. Pour revenir à ce que disait Paul, je suis d'accord. Après, je pense qu'il y a aussi le public cible qui fait que l'humour est aussi très utile.
Nous, en l'occurrence, on essaye de vraiment toucher les étudiants. Et voilà, pour accrocher les étudiants qui voient déjà de la science pas mal, ils veulent aussi avoir un moment de détente, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de jouer avec cela et en utilisant, on va dire, des petites insertions humoristiques, que ce soit de films, de séries, on essaye voilà, de rendre le show un peu plus léger et sympa à regarder. Géraldine, tu veux aussi rebondir sur cette question de l'humour? Ben, je suis assez d'accord avec Paul que c'est pas un incontournable l'humour parce que il y a des vulgarisateurs scientifiques qui le font très bien sans humour. Je pense que ce qui est important, en tout cas, c'est d'avoir un ton ou en tout cas oui, une personnalité dans comment ils le font. Mais sinon, non, sinon l'humour, bah, c'est un plus évidemment. On séduit assez facilement quelqu'un en le faisant rire, enfin un spectateur, je veux dire. Et donc voilà, c'est en plus, je pense. Tu as rencontré des difficultés à mêler humour et connaissances scientifiques quand tu as réalisé La vie sur Vénus? C'est du travail, oui. Ça connaît pas Maurice, non? Ah, pardon, on n'a pas entendu ta dernière phrase, Géraldine. J'ai dit c'est beaucoup de réécriture en fait. Mais j'ai travaillé aussi pour la fin sur les dialogues. On a travaillé aussi avec Marina Rollman, qui est une humoriste en fait. Enfin, surtout, on a travaillé surtout pour les blagues en fait. On faisait beaucoup de blagues jusqu'à ce qu'il y en ait une qui soit drôle. Ça prend des fois du temps. Et puis Chloé, tu me disais aussi qu'il y avait peut-être un peu des difficultés des fois à mêler humour et connaissances scientifiques. Oui, c'est très difficile de trouver le juste milieu. Et puis pour moi, la difficulté, c'est qu'à la base, je suis pas du tout comédienne. Et je pense que c'est tout un métier, hein, que ce soit le métier de comédien ou d'humoriste, jamais je pourrais avoir toutes ces capacités si je reste, je pense, dans le milieu scientifique, si je change pas totalement. Donc c'était un peu un challenge, c'est vrai, au tout début, d'arriver à trouver le bon ton, le bon nombre d'insertions. Et on est encore en train d'apprendre, hein. Je pense qu'à chaque épisode, on apprend ce qu'il faut arranger pour le suivant. Mhm. Et Paul, est-ce que toi, tu as aussi rencontré des défis lorsque tu as Oui, lancé? j'en parlais un peu avant. C'est vrai que là, je rebondis sur ce que dit Chloé. C'est très, très. Enfin, on a trouvé ça très dur, très compliqué au début et peut-être qu'on s'était mis aussi une contrainte un peu pas absolument nécessaire sur ce côté pop culture qui explique la science, enfin d'utiliser des éléments d'un univers totalement différent et de voir, voilà, est-ce qu'on l'utilise pour juste illustrer, hop, il y a une blague et puis ça met du rythme, ou on va vraiment utiliser, voilà, et ça dépend des épisodes en fait, comme par exemple on a celui où on explique l'entrée d'un virus dans le corps par la Casa de Papel. Et là, on utilise vraiment la machinerie, et puis comment ils rentrent dedans, et puis comment la police, ça prévient la police, c'est les anticorps, etc. Euh, c'est vraiment très, très compliqué. Et on a mis plusieurs épisodes à trouver notre rythme, à savoir est-ce que c'était que de l'illustration, est-ce qu'il y a aussi parfois les dangers de dire, si on dit, par exemple, on en a un sur Spider-Man, les mutations génétiques par Spider-Man, où on avait aussi envisagé la robotique par Westworld. Quand le parallèle en fait est trop proche, ça implique des risques de confusion. Voilà. Spider-Man, c'est pas scientifique. Il faut faire attention de ne pas faire croire que Spider-Man, c'est scientifique et qu'on va expliquer ce qui se passe dans Spider-Man. Donc finalement, c'est parfois plus efficace de prendre des trucs qui sont très éloignés. Par exemple, on avait la pollinisation expliquée par le Bachelor. Alors là, bon, voilà, il n'y a rien à voir. Et en fait, ça marchait très bien parce qu'on trouvait des parallèles qui marchaient bien, mais il n'y avait pas de confusion possible non plus. Enfin, donc effectivement, je trouve, moi qui ai expérimenté plein de formats journalistiques et montée de projets, que c'était très compliqué, un des plus compliqués au début à faire marcher. Pour que le produit fini, quand on le regarde, on n'est pas à un moment donné, on se dit ah bah, je comprends rien, ou alors au contraire, mais ça n'a rien à voir, c'est débile. C'est très compliqué de trouver le bon ton, effectivement. Mhm. Et puis ça rejoint un peu une question qu'on avait dans le chat qui demandait comment vous choisissez vos speakers ou bien vos thématiques. Pas qui veut répondre à ça? Qui choisit? Ouais, Ah. ou Chloé.
Non, vas-y, vas-y. Personne ne veut parler. Moi, j'ai pas tellement de speakers. Donc, sur les thématiques, on a un mode, c'est du brainstorm entre, voilà, il y a 3 vidéastes qui travaillent là-dessus, plus Émilie, plus moi, puis parfois le reste de l'équipe d'ID News. En gros, on a un système où on a 2 cases. On a une case pop culture, une case concept scientifique, et puis on a ces 2 colonnes qu'on remplit, et puis des fois, on va essayer de trouver l'équivalent, mais bon, c'est du brainstorm. Mais je pense que sur les intervenants, c'est plus intéressant pour Chloé et Géraldine. De mon côté, il n'y avait pas forcément de speaker ou d'intervenant, il y avait vraiment des thématiques aussi. Puis vraiment, je les ai vraiment choisies par rapport à mes intérêts. En fait. Vraiment, les choses qui m'intéressaient le plus, je les ai mis dans les épisodes. C'est vrai qu'il y a des milliers de thématiques possibles, mais voilà, c'est ce qui m'inspirait sur le moment. Peut-être, des fois, c'est ce qui me permettait aussi de faire des blagues avec certains sujets. Enfin, c'était vraiment, voilà, ou ce qui me donnait des jeux de mots ou que sais-je. Donc, c'était très instinctif, en fait. Et pour moi, pour les invités de la Lune, du coup, j'ai une grande liste de personnes que j'aimerais interviewer pour, je pense, jusqu'à les 2 prochaines années. Mais le but, c'était plus de sélectionner des personnalités. Donc, on a commencé par Marcel Salaté volontairement parce qu'avec ce cadre de Covid, il avait été beaucoup interviewé par on pourrait dire les médias traditionnels. Et donc, je trouvais ça très intéressant de pouvoir le mettre sous un nouveau jour. Je voulais aussi mettre en lumière d'autres personnes. C'est pour ça qu'on a interviewé Mirko Michov-Berger pour le 2e épisode, qui est le chef de Mediacom, donc toute la communication à l'EPFL, parce que il y a ces croyances à l'EPFL que, par exemple, Mediacom, pour les étudiants, c'est un peu les méchants, quoi. C'est ceux qui mettent des règles et qui peuvent vous empêcher de faire certains événements. Et du coup, de détruire un peu tout ce qu'on pense comme ça, c'est un peu pour ça que je choisis chaque invité. D'accord. Donc, merci. Une dernière question, peut-être parce que je vois que dans le chat, il y a déjà pas mal de questions de nos téléspectateurs. Donc, juste une question par rapport au contexte suisse dans tout ça. Comment, selon vous, se positionne la Suisse par rapport à la vulgarisation scientifique? Paul, par exemple. Par rapport aux autres pays, je dirais que, enfin, moi, je suis basé à Paris, hein, vu que toujours, j'ai beaucoup travaillé en France. Je dirais que les 2 différences que je vois, c'est cet univers de fondation qui est beaucoup plus riche en Suisse qu'ailleurs, donc ça permet d'avoir des moyens de le faire. Donc il y a une vraie. Et puis le deuxième, c'est qu'il y a peut-être une culture où la science est proportionnellement plus importante en Suisse que, par exemple, les lettres ou les arts. Disons que la proportion serait inverse en France. C'est quelque chose de très central en Suisse, la science. Donc, ça intéresse tout le monde, les politiques, l'économie, etc. Donc, c'est peut-être ça les 2 différences. La science a peut-être plus d'importance et les fondations aussi, et du coup, la vulgarisation aussi. Mm-hmm. Et puis, pour vous, Géraldine et Chloé, qu'est-ce que vous pensez? Moi, de mon côté, je ne pense pas que j'ai les connaissances pour vraiment juger réellement, mais d'un avis totalement personnel. Je pense qu'il y a toujours quand même une grande différence entre les États-Unis, par exemple, et l'Europe. Donc, je mettrais vraiment l'Europe plus en général. Parce que, ayant travaillé un peu aux États-Unis, ils ont cette culture où ils sont très à l'aise à l'oral. On parlait tout à l'heure du charisme aussi qui joue un grand rôle. Ils sont très charismatiques et je pense que la vulgarisation est aussi plus intégrée dans les entreprises. Donc, le faire de présentations, de l'outreach. Et donc, je dirais que là-dessus, je pense qu'ils sont encore un peu plus forts que nous. T'es d'accord, que Géraldine? Oui, moi, je connais pas, forcément, je ne fais pas cette comparaison, mais c'est vrai que dans le côté, ouais, j'ai pas vraiment les connaissances non plus pour répondre, mais c'est vrai qu'en tout cas, puisque je disais que je consommais beaucoup de vulgarisation scientifique, c'est vrai que j'en consomme pas en Suisse, donc c'est vrai que je lis des choses très intéressantes. Il y a un grand monde scientifique, comme disait Paul. Il y a en tout cas de la matière, c'est sûr. Il y a plein de choses qui se développent. Je lis plein de choses très intéressantes sur des recherches ici, mais c'est pas vulgarisé. Enfin, c'est vraiment, c'est des articles scientifiques. Donc,
Enfin, je sais pas, mais peut-être qu'il y a des vulgarisateurs que je ne connais pas non plus, c'est possible. Mhm. Et puis, on a les réponses du sondage qu'on a lancé là à nos participants qui demandaient: êtes-vous des gros consommateurs de vidéos scientifiques en ligne? Donc, on a 24% de personnes qui nous disent tous les jours, donc c'est une minorité. 76% des gens qui nous disent ça m'est déjà arrivé. Et puis 6% des gens qui nous disent jamais je ne connais pas de la vulgarisation scientifique. Donc merci d'avoir répondu à ce sondage. Mais qui dit contexte suisse dit forcément plusieurs langues. Comment vous avez géré ça? Vous avez prévu du sous-titrage? À la base de mon projet, je voulais les faire tout bilingue, en fait, parce que je me suis dit, il faut que ça touche toute la Suisse. Mais après, voilà, il y a des contraintes très pratiques. Il faudrait en tout cas, dans mon cas, il fallait 2 comédiennes. Enfin, voilà, il fallait tout. Donc, c'est vrai que non, je ne pense pas que, en tout cas, de mon côté, on touche toute la Suisse. On touche la francophonie plutôt. Oh. Mm-hmm. Moi, de mon côté, on sous-titre généralement si l'épisode est en français, on sous-titre en anglais, et si l'épisode est en anglais, on sous-titre en français. Parce que dans le milieu de l'EPFL, il y a aussi beaucoup d'anglophones. Et puis la langue de l'épisode est choisie surtout en fonction de la personne qu'on interviewe, là où il est le plus à l'aise, en fait. Ouais, ok. Moi, je suis française, donc malheureusement, je ne parle pas allemand. Ah ouais. Et Paul, par rapport au sous-titrage, tu voulais aussi... Nous, c'était quelque chose qu'on avait en réflexion au début et donc il faut qu'on reparle avec notamment les fondations parce que pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qui est problématique pour nous de diffuser ça dans d'autres langues pour une raison assez simple, c'est que nous, on a un bassin de diffusion à 99%, 99% roman. Enfin, non, à 70% roman et à 30% français, mais en gros francophone, quoi. Et notamment sur les réseaux sociaux, je pense que c'est très compliqué d'atteindre des bassins linguistiques différents. C'est-à-dire que les gens qui nous suivent sont des gens francophones. Et on aura beau, en fait, on peut très bien traduire, voilà, sous-titrer en italien. Ça demandera des moyens, donc il ne faut pas le faire si ça ne sert à rien. Mais je pense qu'avec notre bassin de diffusion sur les réseaux sociaux, ça ne servirait à rien. C'est-à-dire que la chance qu'un Tessinois qui ne parle pas français finisse sur une vidéo Pop Science, elle est quasi nulle, en fait. Donc, c'est un peu ça, pour moi, qui limite. C'est notre... ensuite, voilà, à l'EPFL, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais. Ouais, on a chacun son bassin de diffusion. Nous, notre bassin de diffusion, c'est surtout si on parle des réseaux sociaux, il est principalement francophone. D'accord. Merci pour ta réponse. Donc, on va passer maintenant aux questions du public. Donc, je vous rappelle juste, si vous voulez poser une question, vous pouvez cliquer sur Converser en bas de votre écran sur Zoom. Et puis, si vous nous suivez sur Facebook, vous pouvez écrire votre question dans les commentaires. Donc, on avait une question, je vais prendre un peu dans l'ordre. On avait une question de Dominique Aymon qui demande, je pense que c'est une question pour vous, Paul, quelle différence entre vulgarisation scientifique et contenu d'enseignement, apprentissage? Est-ce que l'école tient suffisamment compte de ces nouveaux modes de médiation? Alors, je pense qu'enfin, en tout cas, nous, dans notre conception des émissions, c'est vrai qu'on ne prend pas, voilà, on ne s'est pas penché sur le programme scolaire pour se dire, voilà, il faut qu'on réponde à ça, ça, ça. On aborde les sujets beaucoup plus librement. Donc, je pense que ça, c'est une des grandes différences. Donc, bon, maintenant, on va atteindre la 30aine de vidéos. Donc, il y en aura toujours 2 ou 3 ou 4 ou 10 qui répondent à des questionnements du programme. Mais ce n'est pas notre mission première. Donc, les profs, ça, eux, savent beaucoup mieux que nous les sujets et quels aspects du sujet il faut absolument aborder. D'ailleurs, c'est une des choses que j'espère pouvoir gagner de ces échanges avec les profs. C'est-à-dire d'être plus proche des questions, et pas que pour des questions d'apparaître en classe, mais aussi les enfants, les ados, on se doute qu'ils sont plus intrigués par ce dont ils ont déjà entendu parler à l'école et qui est dans le programme, quoi. Donc, voilà, de faire correspondre une émission journalistique avec un programme scolaire, ça implique quand même une grosse réflexion où les choses ne sont pas nécessairement alignées. Je peux me permettre de rebondir? Merci. Je trouve que c'est une très bonne question.
parce que j'interviens aussi un peu dans les écoles où on suit par exemple une classe d'enfants de 8-9 ans. Et je pense que cette limite entre le vulgarisateur et l'enseignement, l'apprentissage, c'est que le vulgarisateur, il va savoir rendre un sujet attrayant, un sujet compréhensible. Mais après, il y a une différence entre faire un atelier, par exemple, pour faire comprendre un phénomène, mais vraiment après le pratiquer et pouvoir le refaire soi-même. Et je pense que c'est là que le rôle du professeur est aussi très important, c'est qu'il a les méthodes, les outils pour faire en sorte que les élèves puissent voilà, vraiment intégrer ce que le vulgarisateur scientifique a pu proposer. Et puis, j'imagine qu'aussi à l'EPFL, il y a peut-être une collaboration avec les professeurs à avoir, ou bien c'est pas trop le sujet. Comment ça avec... Est-ce que, par exemple, tu t'es dit que tu allais peut-être interviewer des professeurs pour les prochains épisodes? Oui, en fait, on a eu 3 professeurs techniquement. Donc Marcel Salaté, qui est professeur en épidémiologie, et puis on a eu aussi Grégoire Courtine et Jocelyne Bollock en plutôt sciences de la vie. D'accord. On va prendre une prochaine question de Ludovic. Est-ce que les réseaux sociaux et YouTube facilitent aujourd'hui bien la visibilité de ces thématiques au travers des liens, des suggestions, ou est-ce qu'il faut vraiment connaître et chercher pour tomber sur ces chaînes? Une question ouverte à tout le monde, je pense. Pardon. Sur les réseaux sociaux, je pense que, en fait, la mise en avant par les réseaux sociaux, YouTube, elle compte plus vraiment en fait aujourd'hui. Les personnes ne passent par la une de YouTube ou par. Donc c'est des algorithmes en fait qui font la loi sur ces réseaux-là. Et je pense que les sujets scientifiques sont traités comme les autres, c'est-à-dire que dès qu'ils provoquent un intérêt, ça fait boule de neige, quoi. Donc je pense pas. Voilà, je pense pas que les réseaux sociaux traitent plus ou moins bien la science qu'un autre sujet. C'est plus la qualité du sujet qui va faire son succès. Ensuite, c'est sûr que, par exemple, sur les réseaux sociaux, malheureusement, on sait que ce qui marche le mieux, c'est ce qui est polarisant. C'est tout ce qu'on voit comme souci en politique aujourd'hui, notamment on suit tout ce qui se passe aux États-Unis et qui a débarqué aussi en Europe avec voilà, tout ce qui est conspirationniste, gilets jaunes, etc. Donc il y a ces algorithmes-là sont dopés à la polarisation, au débat, ce qui n'est pas le cœur, on va dire, d'un sujet de vulgarisation scientifique. Ça provoque des commentaires peut-être plus positifs par rapport à la question que vous posiez avant, mais ça va faire moins de viralité, c'est sûr. On va prendre la question de Mathieu qui nous dit « Le rôle de la vulgarisation est essentiel et doit être mis en avant. Pensez-vous que ce soit une piste pour lutter contre la désinformation et la perte de confiance en la science, comme on le voit en cette période? Comment ferez-vous pour répondre à des mouvements complotistes ?» Question compliquée, hein. Je pense Allez-y, allez-y. Merci. Plutôt pour la deuxième partie par rapport au mouvement complotiste, j'ai pas mal fait de présentations par rapport aux théories du complot, comme on a fêté les 50 ans de premier homme sur la Lune il n'y a pas longtemps. Et ce que j'aime bien, c'est que sur le principe, les personnes qui sont complotistes, elles ont en partie un raisonnement scientifique. C'est-à-dire qu'elles vont avoir une information et elles vont essayer de démontrer que c'est faux. C'est ce qui se passe quand on a une théorie scientifique qui sort. Beaucoup de gens qui essaient de démontrer que c'est faux et si on n'y arrive pas, là, on accepte que cette théorie, ok, elle peut être valide et on essaie de la démontrer par des expériences. Donc sur le principe, je pense que le raisonnement, il est bon. Après, c'est plus de... La difficulté, c'est de favoriser le dialogue. Donc, je pense que des personnes qui veulent absolument penser qu'on n'est pas allé sur la Lune, par exemple, ça va être difficile de leur faire changer d'avis. Là où on peut faire changer quelque chose, c'est que ces personnes-là, elles influencent beaucoup de gens. Et donc, en essayant d'arriver, entre guillemets, avant pour vulgariser ce domaine, c'est là où on peut, je pense, faire en sorte que ce mouvement-là réduise de plus en plus. Il y a quelque chose sur le ton aussi qui est intéressant, c'est que, comme je disais avant,
les réseaux sociaux, et d'autant plus sur les questions complotistes, sont dopés au conflit et à la polarisation. Et en fait, la vulgarisation scientifique, en tout cas comme on l'a fait nous trois, c'est quelque chose qui est plutôt sympa, quoi. Je vois mal comment quelqu'un pourrait. Enfin, chez les complotistes, il y a beaucoup de colère et là, enfin, clairement, il faut vraiment être très en colère pour se mettre en colère face à un sujet comme ça. Donc peut-être que ça calme un peu les choses. Ça permet d'être dans un discours moins sec et polarisant. Tu veux aussi rebondir, Géraldine? Pas forcément. Moi, plutôt pour la première partie, en effet, je pense que c'est une piste en fait de vulgariser la science pour l'étendre. En fait, l'idée c'était aussi, bah, comme disait Chloé plus tôt dans une autre question, de donner envie en fait, de donner envie de s'informer. Nous, c'est vrai que, enfin, j'ai l'impression qu'on fait tous plutôt du donner envie et du divertissement plus que, bah, voilà, des profs ou ensuite des articles un peu plus complets qui vont plutôt être de l'information. Parce que c'est vrai que dans des vidéos, en tout cas dans mes vidéos, en 3 minutes, c'est très court. On donne un aperçu, quelques informations scientifiques qui peuvent intéresser et donner l'envie de s'informer. Prochaine question de Sophia. Comment trouver le bon équilibre entre la vulgarisation, qui implique une certaine simplification, et l'exactitude scientifique? Et puis peut-être qu'on peut regrouper avec la question de Dominique qui demande comment valider les contenus des diverses vulgarisations. Personne ne veut répondre à cette question. On avait déjà parlé de l'équilibre entre humour et science. Là, c'est plutôt équilibre entre simplification et exactitude scientifique. Moi, je dirais juste, on l'a un peu abordé tout au début, moi, je me suis mis à l'abri de ça en ayant quelqu'un comme Émilie qui est ultra expert et qui jamais fera de concession à l'exactitude. Donc, moi, on va dire, je suis peut-être le simplificateur et puis elle, l'exactitude. Et du coup, ben, on s'enrichit l'un l'autre et ça permet de jamais franchir la ligne rouge. C'est-à-dire que jamais on dira quelque chose de faux grâce à elle et jamais on dira quelque chose d'incompréhensible grâce à moi. Mais pour moi, c'était pas forcément un combat entre la simplification et puis l'exactitude. C'était plutôt choisir par rapport au temps donné et puis est-ce qu'on a envie de dire, bah, c'était plutôt le nombre d'informations. Si on veut parler précisément d'un sujet, c'est que dans 3 minutes, par exemple, on va pas commencer à prendre, on prend des petits bouts en fait simplement. Et après, je pense qu'on peut être exact en étant simple. Je pense pas. Personnellement, il ne me semble pas que ça va forcément à l'encontre l'un de l'autre. Je suis d'accord. Je sais plus où j'avais lu ça, mais j'avais beaucoup aimé cette formulation qui disait que l'ultime sophistication scientifique, c'était d'arriver à la simplifier. C'était pour essayer de donner un peu ce challenge. Dans le milieu scientifique, il y a des gens, ça les intéresse pas du tout de communiquer. Et ça donne un peu un challenge de se dire, si vous arrivez à la simplifier, c'est que vraiment là, vous avez bien compris ce que vous faites. Et je trouve que ce que disait Paul et même Géraldine avant, une stratégie, c'est d'avoir une collaboration en fait entre quelqu'un qui peut être très technique et quelqu'un qui est très doué pour simplifier. Comme ça, on est sûr d'avoir les deux parties. Et puis, j'ajouterais qu'il y a une différence entre exactitude et exhaustivité. C'est-à-dire qu'il faut faire parfois le deuil de l'exhaustivité. On ne peut pas aller tout au fond d'un sujet super complexe en 3 minutes en vidéo, mais il faut être exact, quoi. Et, donc, l'exactitude est moins problématique que l'exhaustivité, je dirais. Et puis, on a aussi une question pour toi, Paul, concernant la chaîne Pop Science. Est-ce qu'on a un retour sur l'âge moyen des personnes qui regardent? Alors, on n'a pas de retour. Non, on n'a pas de retour. Ce serait assez compliqué de l'avoir parce que déjà, le problème, c'est que c'est diffusé sur plein de plateformes différentes. Comme je disais, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, le site. Donc, il faudrait vraiment une analyse très pointue pour avoir un retour comme ça. On peut se baser que sur des impressions qui sont autant pour Heidi.
Parfois, on nous dit ah, vous devez avoir une audience plus jeune que d'autres titres. Je ne suis pas absolument convaincu. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le média Internet implique pas nécessairement, comme avant, d'avoir une audience plus jeune. Par contre, là, on a vraiment des sujets. Voilà, quand on a un sujet qui est la biodiversité expliquée par Animal Crossing, on ne parle qu'aux gens qui savent ce que c'est qu'Animal Crossing. Donc, ça rajeunit l'audience automatiquement, je pense quand même. Ouais, c'est clair. On va continuer avec des questions. On a pas mal de liens qui sont posés sur le chat, c'est super, si jamais les gens veulent un peu ouvrir la discussion. Donc, je vais prendre ici. Une question de May qui nous dit « J'ai l'impression que les vulgarisateurs et par extension la vulgarisation de façon ludique et grand public ont assez mauvaise presse dans les pays francophones, contrairement aux pays anglophones. N'est-ce pas un problème ?» Je pense que ça revient un peu à la comparaison que je faisais avant par rapport aux États-Unis et l'Europe, c'est que c'est pas une question de langue, je pense que c'est plus une question de mentalité. En Europe, on a plus, je dis pas du tout que c'est mal, hein. Je dis juste qu'on a plus cette mentalité très hiérarchique avec beaucoup plus de règles qu'aux États-Unis qui ont quand même et puis même en Angleterre, je pense qu'ils ont un peu plus une ouverture d'esprit. Ça se voit aussi dans leur manière de faire de l'éducation. Et chacun a des avantages et des inconvénients. Et je pense que c'est pour ça que voilà, on peut avoir ce problème en tant que vulgarisateur scientifique en Europe de légitimité qu'on a moins dans d'autres pays. Et puis, par rapport à ce contexte, on avait une question d'Anthony qui dit que le Fonds national suisse propose des formations concernant les relations aux médias scientifiques, mais à sa connaissance, il n'y a pas grand-chose ou rien concernant la vulgarisation scientifique en elle-même. Pensez-vous qu'il y a un besoin de ce genre de formation, voire d'inciter à se former à l'heure où les scientifiques doivent être plus proches du grand public? J'ai l'impression que ça répond, enfin, c'est un peu la même question dont on parlait, plutôt les collaborations, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt des discussions, parce que c'est dur de, bah voilà, par exemple, le savoir scientifique, c'est des études, hein, ou des journalistes scientifiques, la plupart du temps, ils sont déjà physiciens, ou ils ont fait des études de physique, ou d'autres, dans d'autres domaines. Donc, c'est quand même un savoir, c'est des longues études, autant un savoir la capacité d'écrire, ou un savoir de journaliste, c'est aussi un savoir différent. Donc, d'après moi, c'est plutôt une collaboration qui doit être en place. Je suis pas sûre que, enfin, peut-être que là au milieu, il peut y avoir des nouvelles professions, mais pour l'instant, il me semble que c'est plutôt dans ce dialogue pour être efficace et bon, je pense. Je trouve que c'est important. Après, est-ce que c'est une formation, est-ce que c'est le Fonds national suisse, je ne sais pas, mais c'est quelque chose que j'ai constaté à plusieurs reprises dans ma carrière ou dans mes observations. Le gap entre les gens qui savent aujourd'hui et parfois même les journalistes scientifiques et le grand public est de plus en plus grand et de plus en plus dangereux. On le voit. Donc oui, je trouve vraiment que c'est une piste intéressante de se dire, de sensibiliser. Alors, est-ce que c'est de la pure vulgarisation, mais en tout cas de sensibiliser à les gens qui savent, les scientifiques et les journalistes scientifiques, les journalistes en général, au fait qu'il faut qu'ils soient compris par le grand public. Autrement, il y a vraiment toute une partie de leur mission qui n'est pas remplie. D'accord, merci pour ces réponses. Donc, je crois qu'on arrive à la fin des questions posées par le public. On arrive bientôt à 13 h. Donc, merci beaucoup à vous trois d'avoir répondu à ces questions. C'était super intéressant. Merci aussi au public d'avoir été autant réactif sur cette thématique. Et à la prochaine. Au revoir, merci.